Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Le Panier, le premier podcast e-commerce dans lequel je reçois des commerçants et e-commerçants qui viennent me raconter leurs bonnes pratiques, leurs recettes gagnantes pour vendre mieux et plus en ligne ou en boutique. C'est un podcast que j'anime maintenant depuis plus de 5 ans, plus de 350 épisodes, donc allez creuser les archives, il y a des pépites dedans. Je suis Laurent Kretz, cofondateur et CEO de Cosa, et chez Cosa on aide les marques à bien se raconter pour mieux vendre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on fait du branding, de la communication et du e-commerce. Appelez-nous si vous avez un projet. Ce petit doigt en forme de revolver, c'était ridicule, mais je suis heureux de vous retrouver en tout cas. Je fais de temps en temps dans Le Panier des catch-up et aujourd'hui, donc des retrouvailles, je retrouve un commerçant que j'ai reçu en 2020. Pendant le Covid, on avait enregistré à distance et ce commerçant, c'est Florent Cariot, qui est avec son frère le cofondateur de NutriPure. Bonjour Laurent. Tu vas bien ? Oui, ça va, merci de nous recevoir. Écoute, c'était un épisode passionnant qu'on avait enregistré en 2020, du coup, à l'été, dans lequel tu m'avais parlé de NutriPure, de son histoire, marque de compléments alimentaires pour sportifs, pour les gens qui pratiquent le sport et veulent rester en bonne santé. C'était une aventure hyper intéressante. Vous aviez clôturé l'année précédente à 2,3 millions, vous deviez arriver à 4 millions l'année 2020 en question. On est en 2025, 5 ans plus tard, vous êtes passé de 3 personnes à peu près à plus de 70, mais surtout vous êtes passé de 4 millions que vous avez effectivement réalisé en 2020 à 40 millions que vous avez fait l'année dernière, un x10. Vous visez les 60 l'année prochaine, c'est ça ? Peut-être un peu plus, et on s'est donné comme c'est surtout ça qui est important. Macro-objectif de réaliser 100 millions d'euros en 2027. 100 millions d'euros en 2027, dans 2 ans. C'est assez incroyable. Alors, c'est des chiffres qui font un peu clickbait, tu vois, ou qui sont impressionnants. Vous êtes nombreux à souvent me dire « Ah, attends, tu reçois des sociétés. Moi, je fais pas le x10, je fais pas le x5. » Ce qui va être intéressant là, c'est de creuser des sujets peut-être plus personnel aussi, autour des valeurs de NutriPure, de la marque. J'ai marqué la gamme employeur dans mes, tu vois, cette déformation de la marque employeur, de comment est-ce que tu arrives à garder tes valeurs et ta ligne directrice avec tes collaborateurs et collaboratrices quand tu fais de l'hypercroissance. On va parler de scalabilité, comment est-ce que quand tu fais une telle croissance, et ben tu gères tes façonniers et ta production et ta logistique. On parlera de marketing. On a un auditeur silencieux aujourd'hui qui est Anthony Milon. Je l'ai bien dit ? Anthony Milon, qui est en charge de la com et du marketing ? De la com. Pour NutriPure, on parlera de repeat business. C'est un sujet qu'on aborde souvent, qu'on aborde souvent sur Le Panier. D'international, et ça nous fait déjà pas mal de sujets. On parlera aussi de financement, parce qu'au cours de ces 5 dernières années, vous avez fait 2 LBO. Des LBO qui vous ont permis de prendre de la hauteur, sécuriser un petit peu, mais surtout de faire participer vos collaborateurs et collaboratrices à l'entreprise. Un petit teaser, et on en parlera tout à l'heure, mais lors du premier LBO, certains collaborateurs ou tous les collaborateurs ont pris jusqu'à 30 mois de salaire. Les premiers arrivés. Les premiers arrivés. Ceux qui ont pris le plus de risques en nous rejoignant, effectivement, ont été remerciés à la hauteur. En tout cas, moi, j'estime à la hauteur de leur contribution dans l'entreprise. Donc, je suis très satisfait de ça. Et puis, pour les personnes, ça arrivait un peu plus tard. Elles ont eu également plus d'1 mois de salaire. Et puis, pour les personnes qui étaient arrivées en dernier, elles ont eu 6 mois de salaire. Ce qui, par les temps qui courent, était, je pense, une aubaine pour tout le monde. Et évidemment, ça a décuplé l'envie d'autres personnes de nous rejoindre et surtout de participer au nouveau tour d'actionnariat salarié qu'on est en train de mettre en place avec l'arrivée de notre nouvel actionnaire. Passer de 3 à 70, t'as des valeurs en toi. J'imagine quand t'es 3 qui sont pas forcément écrites, pas forcément... Comment est-ce que tu vois, tu les véhicules, tu les communiques toi-même, tu te les gardes comme... C'est une très bonne question. En fait, NutriPure, c'est cofondé par Christophe, donc mon frère, et moi. Donc Christophe Cariot, certains le connaissent pour son parcours de sportif de haut niveau. Il a une chaîne YouTube et il raconte sa manière de s'entraîner et sa manière de vivre le sport tout en préservant sa santé. Et évidemment, quand il m'a proposé de lancer NutriPure en 2017, il m'a dit « J'ai besoin que tu m'aides à lancer une gamme qui soit finalement le reflet de ma manière de vivre, c'est-à-dire ma manière de m'alimenter, de m'entraîner, et donc une gamme pour les sportifs soucieux de leur santé. » Et donc, pourquoi je te parle de ça ? Parce qu'en fait,
quand on a créé cette entreprise, en fait, on l'a créée avec la mission de Christophe et de sa communauté qui était donc d'avoir cette pratique sportive dans le respect de leur santé. Et cette pratique sportive, ça passe aussi par de la récupération musculaire, ça passe par des échauffements, une bonne nutrition. Et les compléments alimentaires, ça on l'a dit dès le début et ça reste vrai, sont seulement une aide une fois qu'on s'alimente correctement. Et en aucun cas, je veux qu'on laisse penser à nos clients et à nos salariés que les compléments, c'est une gélule miracle, si tu veux, qui pourrait se soustraire à un bon sommeil, un peu d'activité sportive ou une bonne alimentation. Et tu vois, quand on parle de ces sujets, en fait, ça indirectement retranscrit la manière dont tu penses, la manière dont tu veux avoir un échange avec tes clients. C'est un échange qui pour nous est authentique. On leur dit, mais si vous consommez nos compléments, mais que vous n'essayez pas de mettre ça à côté, ça ne va pas marcher. Donc, en fait, économisez votre argent. Et donc ça, c'est le précepte, si tu veux, des valeurs. Et donc les valeurs chez nous, c'est l'authenticité, je viens d'en parler. Le partage, déjà, on avait envie d'avoir une aventure avec mon frère, avec sa communauté, et puis évidemment les salariés sont arrivés, et donc c'est finalement un travail qu'on fait tous ensemble pour vivre quelque chose ensemble, et on en parlait juste avant, les actions, en fait on va au bout de la valeur de partage, on partage la création de valeur de l'entreprise avec les salariés. Les clients, on essaye d'avoir des prix qui soient le plus juste possible. Et ensuite, moi, ce que j'appelle être l'excellence opérationnelle, c'est le fait d'avoir des produits qui soient à un prix le plus juste possible, le plus bas possible, mais tout en ayant une qualité qui soit vraiment irréprochable. Et ça, en fait, ça a l'air facile, mais ça passe derrière par une qualité d'exécution, si tu veux, dans l'entreprise qui est nickel. Parce que dans l'agroalimentaire, comme on fait nous, si on n'a pas des produits irréprochables et qu'on a des soucis avec un client, etc., c'est notre responsabilité et c'est évidemment l'avenir de la marque qui est en jeu. Donc l'excellence opérationnelle, c'est la troisième valeur. Et en fait, c'est des valeurs qu'on avait au fond de moi avec Christophe et donc qu'on a mis sur la table. Et ça a été d'abord une introspection, si tu veux, pour comprendre qu'est-ce qu'on avait au fond de nous et être capable de l'exprimer. Un peu une psychothérapie, si on peut dire. Mais une fois qu'on l'a exprimé clairement, ça a été beaucoup plus facile de le partager avec nos salariés. Tu m'as repris 2 fois quand on préparait l'épisode. Je t'ai dit, c'est incroyable ce que tu as fait. Tu as dit, c'est pas moi. C'est nous. C'est nous, ouais. C'est nous, c'est évidemment à la base Christophe et moi, sa communauté et surtout tous nos salariés. Aujourd'hui, on est 70 personnes. J'aime qu'on nous décrive comme une équipe de sport de haut niveau. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est obligé, d'une certaine manière, à fonctionner ensemble avec les qualités et les défauts de chacun et avec une exigence collective et individuelle envers nous et envers les autres. Et ça, c'est très important de le comprendre parce que seul, en fait, on n'y arriverait pas. Mais quand on travaille pour soi, pour l'entreprise, mais on travaille aussi pour la personne qui est à côté. Et c'est pas seulement des paroles en l'air, puisqu'apparemment vous avez bien fait participer tout le monde au premier LBO. Exact. Comme on le disait tout à l'heure, et il y a un plan d'actionnariat employé en cours. Et dont tout le monde est très content. Et dont tout le monde est très content, pardon. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Moi, mon filigrane sur cet épisode, c'est... en fait, on a dit x10 en 4 ans, mais la boîte, elle va avoir 10 ans en 2027. 0 à 100 millions en 10 ans. Si vous faites l'objectif. Moi, le filigrane, la question tout du long, ce sera comment ? Comment vous avez fait ça jusqu'à présent et comment vous préparez la suite ? Commençons d'abord par le marché. J'en ai parlé récemment dans d'autres épisodes, mais le marché du complément, de la complémentarité, je me suis posé la question. La complémentation ? La complémentation, voilà, c'était ça. C'est un marché où il y a beaucoup d'acteurs sur différentes verticales. Parle-moi un peu de ce marché et de ses sous-jacents, peut-être, qui le portent, parce qu'il est en croissance. Je ne sais plus quel est les chiffres, entre 5 et 10% par an, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est un marché effectivement qui est en croissance. Je pense qu'il y a des drivers sous-jacents qui sont très puissants, notamment la pratique sportive et finalement la recherche de beaucoup de gens pour revenir en bonne santé. Et on sait que le Covid a été une période clé pour que cette prise de conscience en fait, qu'il faut essayer de cuisiner un petit peu, prendre un peu de temps pour faire du yoga, aller courir, etc. Et c'est sous-jacent, c'est ça, c'est la pratique du sport et un travail sur soi-même. Ça, c'est le premier. On a également des rythmes de vie qui sont toujours de plus en plus élevés avec une hyperconnectivité. Et ça, mentalement, mine de rien, ça nous fatigue.
Il y a derrière un système de santé français qu'on voit au jour le jour de moins en moins en forme. Et donc, il y a une prise de conscience en fait, chez les Français que l'hôpital, au sens large, ne pourra pas tout traiter tout le monde, aussi bien qu'avant peut-être, et qu'en tout cas, il vaut mieux être dans la santé préventive, tu vois, que d'attendre d'aller mal. Ce j'ai t'as des études, c'est un sentiment, personnellement, j'ai ma femme qui est médecin à l'hôpital et je sais que c'est difficile, donc c'est quelque chose que moi je vis personnellement. Et puis ensuite, c'est effectivement un manque de médecins qui se fait sentir. Et ça, évidemment, les études le disent. Ouais. Ok. Donc des sous-jacents forts, le besoin de faire du sport. T'as parlé aussi d'hyper-exposition aux réseaux sociaux. Je pense que les réseaux sociaux aujourd'hui et le smartphone de manière générale nous rendent hyper connectés et en fait nous empêchent de couper et d'avoir des temps de retour au calme pour notre cerveau. De plus en plus de gens ont des soucis d'endormissement et cette fatigue-là, à la fin, elle se traduit par une manque d'envie de pratiquer le sport, des fringales et tout ça, ça dérègle petit à petit notre corps. Et donc nous, on est là pour aider notre communauté à reprendre des bons réflexes, à avoir si possible une meilleure nutrition. Et ces conseils-là, ils viennent compléter évidemment notre offre de compléments alimentaires. Ok, compris. Dans ce premier épisode qu'on avait enregistré ensemble, on avait abordé pas mal de sujets. Je vous le recommande, chers auditrices, chers auditeurs. C'est l'épisode numéro 36, enregistré en juillet 2020. Et on est au 365e, c'est ça? Ouais, dans ces eaux-là. Donc t'as fait x10 aussi. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. Je suis en train de réfléchir à ce que j'ai envie de dire. Est-ce que je le dis ou pas? J'aurais préféré faire x10 sur autre chose. Mais tout à fait. J'ai fait x10 sur le nombre d'épisodes. Mais c'était né d'un projet, d'un besoin personnel. Tu parles de Christophe, champion du monde, hein, c'est ça, de karaté. On parle de la distribution qui, à l'époque, est 100% D2C via le site sur PrestaShop. C'est toujours PrestaShop aujourd'hui. On parle des 3 piliers de la croissance, une offre claire, des valeurs fortes et de l'agilité. On parle de l'influence sincère avec des vrais sportifs. Tu peux m'en parler un peu plus? C'était le cas il y a 5 ans, c'est toujours le cas aujourd'hui? Exact. Donc il y a 5 ans, on avait démarré avec les sportifs qui nous avaient été recommandés par leur coach suivant globalement la méthode d'entraînement de mon frère, de Christophe. On a spontanément aider ces sportifs-là parce qu'à travers eux, moi je voyais le parcours de Christophe pendant sa carrière, les difficultés qu'il avait rencontrées et il s'est avéré qu'en fait c'était un excellent choix pour faire la preuve que les compléments étaient réellement utiles. Quand tu t'associes avec un athlète de haut niveau qui va aux Jeux Olympiques, en l'occurrence à Tokyo, derrière tu fais la preuve en fait de l'efficacité de tes compléments. Donc on a continué de travailler avec des sportifs de haut niveau, de plus en plus connus, mais toujours aussi méritants. En fait, on a des sportifs comme Quentin Fillon-Maillet qui nous ont rejoints récemment, Perrine Lafont. Nous ont rejoints, ça veut dire on rejoint l'équipe, on rejoint la team NutriPure. En fait, c'est l'équipe de sportifs et évidemment en interne dans le sens où il y a le sponsoring, évidemment, qu'on voit des athlètes, mais pour nous, les athlètes, ils apportent plus que de l'image. En fait, ils apportent une expertise physique et une capacité à sentir les effets des compléments alimentaires. Et donc, il y a un échange avec notre R&D en interne pour faire progresser la qualité de nos compléments. Et dernièrement, on a eu le très grand plaisir de signer Cassandre Beaugrand. Et donc, Cassandre rejoint la team NutriPure. Et donc, pour ceux qui ne le savent pas, Cassandre est championne olympique à Paris en triathlon. En triathlon cet été, hein, c'est ça, l'été dernier. Pardon. L'été dernier, ça coïncide avec le lancement de notre gamme Endurance, où on a eu entre mai et juin 4 temps forts pour la gamme Endurance, en ayant un gel qui est au niveau de ce qui se fait de mieux pour les athlètes longue distance, des électrolytes, donc des pastilles d'hydratation, qui est une demande qui est très forte en ce moment, une boisson de récupération et une boisson pendant l'effort. Donc, on a une gamme qui est tout à fait complète. Et Cassandre, avant, pendant et après l'effort. Exactement. Et Cassandre, en fait, est le parfait ambassadeur la parfaite ambassadrice pour cette gamme. D'accord. Restons sur la gamme. Qu'est-ce qui a évolué en 5 ans? On a complété notre gamme, évidemment, avec de nouvelles références.
Je pense que ça, c'est intéressant. On avait un collagène, historiquement, qui était un collagène bovin. On l'a complété avec un collagène marin. Mais par contre... Marin, mais pas animal. Marin, c'est toujours animal. En fait, le collagène, c'est obligatoirement issu, si tu veux, d'une source animale, puisque le collagène, par essence, est une protéine de la peau, en l'occurrence. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a continué de développer cette gamme avec une cohérence d'ensemble. La cohérence, c'est Christophe qui la maintient. On cherche systématiquement à répondre à des besoins de personnes de notre communauté. Et on n'a pas une approche dans laquelle on se dirait quelle est la meilleure landing page en ce moment sur Amazon ou quel est le terme de recherche le plus bankable, tu vois, sur Google. On est en train d'essayer de compléter une gamme par rapport en fait aux besoins de notre communauté. Ok, donc une gamme de collagène marin, la gamme endurance, est-ce qu'il y a eu d'autres évolutions? Ouais, on l'a complété avec... Vous avez killé des produits? On l'a complété avec, je finis sur le collagène, une barre au collagène, ce qui est assez innovant parce que globalement, c'est une barre qui est très bonne et qui n'est pas dure, alors qu'il y avait une référence sur le marché, mais qui était très dure. Donc, on a cherché à améliorer ce qui existait déjà avec une innovation. Donc, c'est dans la texture que ça se joue. Je ne rentre pas dans le détail. Mais ça, c'était très intéressant. Et on a également complété la gamme avec un recovery, dont je parlais tout à l'heure, qui est une boisson de récupération, qui existe soit pour les personnes qui ont des sports plutôt de force, donc salle de sport, Aerox, CrossFit, soit pour les personnes qui ont plutôt dans les sports d'endurance. Ok, compris. Est-ce qu'il y a des gammes que vous avez rétrécies? Est-ce qu'il y a des produits que vous avez arrêtés? On n'a pas arrêté de référence, mais par contre, effectivement, on a l'envie de développer une gamme de mono-ingrédients avec finalement des ingrédients unitaires vendus séparément pour permettre aux prescripteurs, donc c'est-à-dire aux professionnels de santé, de trouver dans la gamme de quoi faire des dosages très spécifiques en fonction des besoins de leurs patients. Ok, compris. Dans ce premier épisode, le numéro 36, que je vous recommande d'écouter, évidemment, on avait aussi parlé du lancement rapide et efficace grâce aux préventes. Vous aviez monté une landing, activé le réseau, c'était en 2017, et plus de 500 commandes dès le départ. Exact. Avant le lancement, et c'était un peu, le premier jour, c'était un peu comme ça que vous aviez testé ce marché. Comment avez-vous réussi à faire un x10 en 5 ans? Commençons peut-être par les leviers marketing. Quel est le mix aujourd'hui et quelle est sa contribution à la fois au repeat et aux newbies, aux nouveaux clients? Alors, sur les leviers d'acquisition, on travaille avec, je dirais, des leviers assez classiques, donc Google, SEO, SIA. On travaille le SMA avec Meta principalement. On travaille l'influence dont je parlais tout à l'heure avec donc, des professionnels de santé qui vont être des coachs, naturopathes, nutritionnistes et ostéos qui savent parler des compléments à leurs audiences et des sportifs donc, qui sont une caution pour nous dans cette communication. Et ensuite, on a un programme de parrainage qui fonctionne bien et qui permet à notre communauté de se parrainer entre eux moyennant une récompense. Donc, je pense que sur les canaux d'acquisition, c'est assez classique. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'on a réussi à avoir une croissance plus élevée? Je pense que c'est non pas sur l'acquisition, mais c'est sur la rétention où on a de bons chiffres. Donc, on a à peu près 70% de notre chiffre d'affaires qui est réalisé en rétention. Et ce que je trouve très intéressant dans la rétention, vas-y. Sur des cures de combien de temps en général? Pour nous, c'est des cures entre 1 et 4 mois. Donc, c'est déjà assez long. Mais par contre, on s'aperçoit que nos clients vont recommander dans la durée. C'est-à-dire qu'on a encore des clients de 2018 ou de 2019 qui continuent de commander. Alors, sur des cures de plusieurs mois à chaque fois. Sur des cures de plusieurs mois. Okay. Et la raison que je vois personnellement, c'est qu'ils ont une efficacité dans l'utilisation des compléments en NutriPure. Et donc, ça les incite évidemment à rester chez nous. Ok. Donc ça, c'est sur le repeat, 70%. Raconte-moi la manière dont tu actives cette base pour qu'ils reviennent. Donc la base est activée avec un CRM qui s'appelle Klaviyo, je pense que tout le monde connaît et qui fonctionne très bien. Et donc ça nous permet d'avoir un échange régulier avec cette communauté. On a un programme de fidélité qui offre 10% de cagnotte sur chaque commande. Et donc ça permet à nos clients de s'offrir des produits. Le programme de feed est géré sur quel outil? Le programme de fidélité est géré sur PrestaShop directement.
un développement propre ou c'est un module okay. qui s'appelle All-in-One Rewards. All-in-One Rewards, notez-le, très bon module. Chers utilisateurs PrestaShop. Quels apprentissages sur cette feed? Qu'est-ce que vous avez fait évoluer avec le temps et sur quoi vous avez des apprentissages à partager? Je pense qu'on a un programme de fidélité qui permet à nos clients de s'offrir des produits et non pas de déduire le montant de leur compte de leur commande. Donc c'est un peu une spécificité qu'on a chez nous, mais la contrepartie, c'est que le programme est très généreux puisqu'on offre 10% de cagnotage sur chaque commande. En général, c'est moins, où il y a un système de points qu'on transforme en euros et qui permet de perdre à peu près tout le monde. De réduire son coût. Son coût, ok. Ouais. Avec quel panier moyen? Nous, on a un panier moyen autour de 80 €. Sur le repeat ou sur le global? Ouais, au global. Au global. Et tu connais la différence? C'est légèrement plus sur le repeat. On est plutôt à 85 et 75 sur l'acquisition. Oui, c'est pas très différent en fait. Ça veut dire qu'on fait confiance dès la première commande à un niveau de confiance qu'on a ensuite. Exact. Ok, hyper intéressant. Vous faites toujours de l'influence? Ouais. Ben, l'influence, on en a parlé. C'est beaucoup de prescripteurs de santé en digital. Et les sportifs, donc ils continuent de parler en notre nom. Pour nous, ça reste un canal très important parce que c'est un tiers de confiance, en fait. Évidemment, il est rémunéré par NutriPure, mais la durée de la relation avec ces tiers montre que c'est pas juste une opération commerciale one-shot qu'on aurait lancée via une agence. J'ai rien contre les agences d'influence, mais nous, on maîtrise la relation avec nos influenceurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si on a des influenceurs qui n'utilisent pas réellement les compléments, ils ne pourront pas en parler de manière authentique. Tu le vérifies, tu le checkes, tu le valides avec eux ? En fait, tous les mois, on leur envoie la dotation. Et quand ils n'ont pas demandé de dotation, c'est nous qui les sollicitons pour comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont arrêté, qu'est-ce qui leur allait pas. Et ça fait partie du cercle vertueux de la R&D. Et du coup, tu as un insight que tu peux donner, c'est ce que tu me dis, à la R&D pour faire évoluer le produit ou en tout cas prendre en compte les retours. Et ça, on le fait notamment avec les sportifs de haut niveau. Mais par contre, individuellement, chaque personne a besoin d'être un peu coachée dans l'utilisation de ses compléments. Okay. Quel est l'accompagnement sur le nouvel utilisateur, le nouveau client ? Ouais, très bonne question. Le nouvel utilisateur peut solliciter ce qu'on appelle un quart d'heure gratuit. Donc, on a 2 nutritionnistes et une naturopathe qui vont consacrer du temps aux personnes qui auraient eu du mal à faire le choix d'une cure ou qui n'auraient pas trouvé de satisfaction dans ce qu'ils auraient choisi. Et donc, on va les conseiller gratuitement, tout simplement parce que on pense que ça fait partie du service. Ok, compris. L'email dans le repeat, comment est-ce que tu alimentes ta base ? Donc, tu m'as dit que c'était avec Klaviyo. Exact. Qu'est-ce que tu lui fournis ? Qu'est-ce que tu lui donnes ? Comment tu la nourris pour qu'elle vienne faire des cures? On fait toujours la même cure? On fait des cures différentes? Non, je pense que nous, notre recommandation, c'est ce qu'on appelle les incontournables, donc les vitamines, le magnésium, les oméga 3. Et on considère que ce triptyque, c'est vraiment la clé de la complémentation. Alors, les oméga 3, tout simplement parce qu'on en consomme pas beaucoup de poissons dans notre quotidien et donc on en manque. Et donc, nous, on a des oméga 3 issus de pêche durable, donc ça c'est un point important. Le magnésium parce que en fait quand on pratique le sport, on a tendance à en consommer et la majorité des Français en manquent, notamment quand on a une pratique sportive. Et enfin les vitamines parce que dans l'alimentation moderne, en fait les fruits et légumes sont relativement pauvres en minéraux et en vitamines. Et donc une fois qu'on a ces incontournables, le reste va dépendre en fait de ses besoins personnels. Mais si tu as une alimentation équilibrée et que tu prends ces incontournables, si tu n'as pas besoin, si tu n'as pas de douleurs articulaires, pas de soucis intestinaux ou pas de besoin de prendre de la masse musculaire, globalement, tu peux t'en tenir à ça. Et donc la CRM, elle est importante parce qu'en fait, elle va amener une clientèle qui aurait fait le choix, par exemple, d'un magnésium. On va lui expliquer pourquoi les incontournables, c'est-à-dire les oméga 3 en l'occurrence et le multivitamine, peuvent compléter son besoin. Et donc, c'est ce travail-là qu'il faut faire. C'est un travail de pédagogie pour amener petit à petit notre utilisateur vers quelque chose qui nous paraît cohérent et donc efficace. Et s'il y a de l'efficacité, on aura du repeat. Et s'il y a de l'efficacité, vous aurez du repeat. Pour l'alimenter et la nourrir, sur du newbies ou sur des nouveaux clients ou sur du repeat, il faut du contenu. J'aimerais bien on en avait beaucoup parlé à l'époque. J'aimerais bien voir comment elle a évolué. Quelle est ta stratégie aujourd'hui de création de contenu ? Est-ce que tu as des marronniers ? Est-ce que vous le faites en interne, en externe ? Et quel impact ça a ? Nous, on a 2 périodes de temps forts qui sont
la rentrée de septembre, parce que ça correspond à la reprise des inscriptions, notamment dans les salles, et le 1er janvier, puisque c'est les bonnes résolutions, et c'est là où on se dit, allez, cette année, je m'y mets. Donc ça, c'est 2 temps forts dans l'année. On a ensuite... Mais du coup, tu produis... Alors à ce moment-là, on va faire 2 OP à chaque fois. Une où on va offrir 10% de remise à nos clients, donc ça c'est en début d'année, et une où on va favoriser la fidélité, donc plutôt sur les clients existants, à la rentrée en septembre. Ok, mais à ce moment-là, en janvier et en septembre. Oui, exactement. Et le reste de l'année... Ma question, pardon, était, tu le prépares pas en août pour septembre ou en décembre pour être top of mind quand je... Non, on l'anticipe, nous, dans notre préparation, et donc dans la création de contenu, on va soit, évidemment, travailler en interne, où on a une équipe de création de contenu de 4 personnes, et en même temps, on a des créateurs de contenu, donc aussi appelés influenceurs, qui vont... amplifier le message et créer eux-mêmes du contenu qu'on peut reprendre sur nos propres réseaux pour avoir une diversité de création de contenu. Et en plus, on peut travailler avec des agences sur des projets spot pour avoir un contenu qui soit différent de ce qu'on s'est créé. Qu'est-ce que tu fournis à tes influenceurs, à tes ambassadeurs ? Qu'est-ce qu'on fournit ? On va leur expliquer la thématique évidemment de l'opération commerciale, ce sur quoi il faut insister, et après on va leur donner... je pense, un thème. Maintenant, on ne veut pas trop driver non plus les choses pour éviter d'arriver, si tu veux, sur ce qu'on appelle des éléments de langage et qui est tout sauf authentique. C'est exactement vers ça que j'allais. Donc, ils ont une liberté assez forte. Tu leur donnes quand même des assets, des photos, de la vidéo ou du... Alors, pas des éléments de langage, mais peut-être du contenu qu'ils peuvent réutiliser s'ils le souhaitent. Alors, bien sûr, ils ont accès à notre banque d'images avec les packshots des produits. Il y a beaucoup de choses qui est disponible pour eux. Et c'est surtout, en fait, du contenu pédagogique qu'on va mettre à leur disposition, comprendre l'efficacité des compléments. Ils ont accès également à un support avec notre nutritionniste pour comprendre eux-mêmes les effets sur leur propre corps. Et une fois qu'ils ont bien compris ça, ils seront d'autant plus capables d'en parler. Compris. Pour clore la partie com et market, est-ce qu'il y a des choses que vous avez faites pendant ces 5 ans que vous ne faites plus, qu'on ne vous reprendra plus jamais à faire ? Est-ce que vous êtes pris un moment les pieds dans le tapis, ou est-ce qu'il y a des tests qui ont été non concluants et peut-être que tu peux nous expliquer pourquoi ? Il va me dire non. Il va dire non, tout a marché. Alors, je pense que pour te répondre autrement, on n'est pas une entreprise où on teste en permanence beaucoup de choses. Personnellement, c'est mon avis et je ne veux pas que ça soit considéré comme la vérité absolue. Non, mais c'est ta vérité. Ma vérité, en tout cas, c'est qu'il faut essayer de bien faire ce qu'on fait déjà plutôt que s'éparpiller dans plein de nouvelles choses. Et donc, quand on voit le travail qu'il faut réaliser en interne pour lancer une nouveauté, un nouveau produit, et que je vois la progression de l'équipe à chaque lancement, en fait, je me dis que déjà, si on continue de progresser sur ces sujets-là, en fait, ça ne sert à rien de réinventer des nouveaux sujets, mais ne serait-ce que lancer un produit où tu dois coordonner ton influence, tes réseaux sociaux, ta publicité, ta CRM, etc., on peut se dire j'appuie sur le bouton au même moment, mais en vérité c'est un peu plus complexe que ça, et il y a un vrai savoir-faire là-dedans. Et pour répondre à ta question sur qu'est-ce qui fait qu'on réalise qu'on a fait x10, mais je pense que c'est notre expérience collective, notre apprentissage qui s'explique pas, mais c'est une somme de savoirs mis en commun qui font qu'à chaque fois on progresse. Compris. Quand on s'est parlé en 2020, vous faisiez à peu près 100%, je dis à peu près parce que je pense que vraiment que c'était ça, peut-être 99, en D2C. Aujourd'hui, le mix, il est 90% en digital, avec dont une dizaine de pourcents sur Amazon, oui. Et 10% en B2B. Raconte-moi cette diversification des canaux. Alors, le B2B, pour nous, ça va être des salles de sport, magasins de nutrition et des professionnels de santé, donc des pharmacies ou des ostéopathes, naturopathes, etc. Et pour nous, c'était une évidence qu'il fallait qu'on soit sur ces endroits-là parce que c'est là où va se pratiquer finalement la mission de l'entreprise. Donc, c'est là où on va faire du sport, c'est là où on va aller voir un professionnel de santé pour être en meilleure santé. Ces personnes connaissent très bien leur métier et ont eux-mêmes une utilisation personnelle des compléments, et donc être associé à ces professionnels de santé, pour nous c'est important parce que ça donne une réalité
à la marque qui reste digitale. Et une légitimité, évidemment, que tu peux utiliser sur d'autres canaux. Donc aujourd'hui, c'est quand même une dizaine de pourcents, donc ça fait 4 millions d'euros sur combien de points de vente ? On a à peu près 400 points de vente. 400 points de vente. Comment est-ce que vous êtes allé les chercher ? Alors, il y en a beaucoup qui nous contactent directement. Donc ça, c'est la force de la marque de communiquer par différents canaux et le bouche à oreille. En fait, c'est pas que des particuliers entre eux, c'est aussi des particuliers avec des professionnels de santé ou des professionnels de santé avec des points de vente. Okay. Et puis après, nous aussi, on appelle, on envoie des mails, on essaie de se faire connaître et on essaye de rendre service aussi. C'est-à-dire ? Rendre service, ça veut dire parfois référencer non pas une gamme complète, mais référencer un produit dont la personne a vraiment besoin ou lui envoyer gratuitement parce qu'elle veut tester sans nécessairement chercher tout de suite à faire une vente. En fait, si le produit est bon, il va s'imposer de lui-même. Ok, compris. Vous avez une personne en charge du B2B, 4 personnes en charge du B2B pour gérer ces 10% du CA global. Ils font un très beau travail. Et on les salue. Le reste est en digital, dont ça fait 90%, et 90% de ces 90% sont sur le site en PrestaShop, on y reviendra tout à l'heure. Il y a 10% sur Amazon, qui est pour l'instant la seule marketplace, c'est ça que vous utilisez. Oui. Quand est-ce que vous êtes lancé sur Amazon ? Est-ce que tu peux me partager des apprentissages ? Et puis surtout, je voudrais savoir comment est-ce que vous faites de l'achat média sur Amazon ? Est-ce que toute la gamme est présente ? Quelle était l'approche ? Alors, Amazon, on y est depuis fin 2021. On s'est rendu compte que les clients Amazon restent sur Amazon et réciproquement, on a l'impression que finalement, les personnes qui ont déjà été clientes sur notre site vont pas avoir envie de commander sur Amazon, ne serait-ce que parce que il y a un programme de fidélité sur notre site qu'il n'y a pas sur Amazon. Ça, c'est un premier point. Et effectivement, l'assortiment qui est présent sur Amazon est plus restreint que sur notre site. Voilà. On a finalement ce qu'on va qualifier du haut du catalogue sur Amazon, sachant qu'Amazon, évidemment, pour les vendeurs, a des frais supplémentaires. On ne peut pas se permettre non plus de mettre des références où on aurait tout simplement un niveau de marge qui ne serait pas suffisant. Comment est-ce que vous avez fait le choix de ces produits ? Globalement, le haut du catalogue, ça va être les références qui sont les plus demandées. Et on va être plutôt sur les petits conditionnements pour avoir un niveau de marge suffisant pour payer les frais d'Amazon. Donc, tes best-sellers en petit conditionnement, c'est le choix qui a été fait. Exact. C'est le choix qui a été fait fin 2021. Ouais, on s'y tient depuis. C'est toujours d'actualité aujourd'hui. Toujours d'actualité. Quelles questions vous vous posez ? Quelles questions on se pose ? Finalement... Tu sais que c'est mon usage, souvent, l'IA, c'est ça. Quand j'utilise ChatGPT ou Perplexity, sur un sujet que j'ai déjà travaillé, je lui présente mon sujet, je lui présente mon questionnement, je lui présente ce que j'ai imaginé et je lui dis quels sont les edge cases ou qu'est-ce que j'ai pu oublier, tu vois, plutôt que de dire fais-moi mon plan, c'est voilà mon plan, qu'est-ce qui ne... Je pense que l'enjeu sur Amazon, c'est d'avoir une rentabilité équivalente à celle du site web et c'est assez compliqué, ne serait-ce que parce que les frais d'Amazon sont évidemment plus importants que sur... Ton stock est porté par Amazon. Je pense que ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de se dire quelle est la part de la pub qu'on fait sur Amazon, parce qu'on fait de la pub qu'on pourrait diminuer de manière à ce que finalement la marque prenne un peu l'essor. C'est pas l'intérêt d'Amazon, mais c'est l'intérêt du vendeur de profiter de sa notoriété sur Amazon. Donc je pense que ça, c'est le deuxième point. Et puis après, on va y venir. C'est dans quelle mesure Amazon peut nous aider pour s'internationaliser. On y vient dans un instant, mais je voudrais bien terminer. Quelle est la part d'achat média que vous faites sur... C'est de l'ordre de 20% de notre chiffre d'affaires. Du CA Amazon. Ouais. 20% du CA Amazon, ce qui est dans les normes. Tant mieux. Mais on y reviendra. L'international, on parle souvent des marketplaces comme et c'est vrai, d'un outil qui permet facilement d'aller tester de nouveaux marchés. Vous avez ouvert 2 nouveaux pays ? Oui, on est en train d'ouvrir l'Espagne et l'Italie. Pourquoi l'Espagne et l'Italie ? Alors, pour 2 raisons. Déjà, culturellement, c'est des pays qui sont très proches de la France. Donc ça, c'est le premier point.
Ça s'entend un petit peu, mais vous êtes de Toulouse, en plus c'est pas très loin. On n'est pas très loin de l'Espagne. On est plus près de Barcelone que de Paris, d'un point de vue géographique. Désolé de t'avoir invité à Paris et pas à Barcelone pour l'enregistrement de cet épisode. Je t'inviterai la prochaine fois. Et la deuxième raison, c'est que sur ces deux marchés, on n'a pas identifié d'acteurs natifs qui soient potentiellement en concurrence avec nous, alors que réciproquement sur le UK ou sur l'Allemagne, il y a des acteurs historiques qui sont très solides. Mais donc un marché potentiellement éduqué, sur lequel tu as moins d'évangélisation à faire. Alors, tu vas dans la balance. L'Italie, c'est le premier marché européen. Aussi curieux que ça puisse paraître, les Italiens ont une consommation de compléments alimentaires beaucoup plus élevée que les Français. Et il n'y a pas d'acteurs directement concurrents? On n'en a pas identifié. En tout cas, moins. Bon, j'espère qu'on ne s'est pas trompé, mais en tout cas, on a l'impression qu'il y aura de la place pour nous. Ce qui n'enlève rien au travail qu'il y a à faire, parce qu'effectivement, en France, on avait le travail de Christophe qui avait déjà cette communauté, alors qu'en Italie ou en Espagne, on part de zéro. Ok, intéressant. Et du coup, quel usage, quelle utilisation des marketplaces, donc Amazon pour l'instant, mais je te demanderai après s'il y en a d'autres, vous faites pour cette internationalisation? Je pense que la force d'Amazon, c'est d'avoir une marketplace qui soit facilement déclinable, multilangue, avec des usages internationaux, en tout cas européens, qui soient très proches, quel que soit le pays dans lequel on vend. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les avis Amazon France sont transposables dans les deux pays. Et donc, on ne part pas finalement de zéro de ce point de vue-là. Et ensuite, sur Amazon, l'enjeu de la marque est moins important que sur son propre website. Sur Amazon, l'enjeu de la marque est moins important que sur ton propre website. Je pense qu'Amazon a plutôt tendance à tuer les marques. Les pages sont toutes standardisées et donc c'est plus difficile de discerner les valeurs. On en a beaucoup parlé. Toutes les marques annoncent qu'elles font de la qualité et pour un client lambda, c'est beaucoup plus dur de distinguer deux marques entre elles et donc on va plutôt faire confiance au rating, évidemment au classement dans SEO dans la page ou au prix. Compris. Le site, je suis en train de chercher depuis tout à l'heure, n'est pas encore traduit. Le site n'est pas encore traduit, mais ça va venir. Ça va venir. Exact. Donc ça vous a permis de tester le marché? Ça vous a permis de faire une place? C'est quoi le... En fait, l'ordonnancement, c'est effectivement traduire Amazon parce que ça va un peu plus vite et tester le prix. Et ensuite, on va décliner le site dans une version donc espagnole, italienne. Et pour ce projet, on va utiliser Shopify. Ok. Vous êtes, je le rappelle, vous êtes sur PrestaShop. On est sur PrestaShop, France. on a envie de tester sans prendre de risques sur le site français. Et ça nous permettra de voir si ça fonctionne comme on veut, si on arrive à s'entendre avec Shopify aussi, et si à terme, on basculera tout d'un côté ou de l'autre. Ok, intéressant. Ouverture de nouveaux pays avec Amazon. Donc Amazon, c'est aujourd'hui la seule marketplace. Vous en visez d'autres? Aujourd'hui, on n'a pas identifié d'autres marketplaces sur lesquelles il y a une traction suffisante pour qu'on y passe autant de temps. Ok, compris. Quand on fait un x10 en l'espace de quelques années, il faut que la logistique et la production, elles suivent. Vous avez pas mal d'ingrédients d'origine naturelle qui sont peut-être plus facilement à obtenir qu'au bout d'une chaîne. Je sais pas comment la qualifier. Comment est-ce que ça a suivi au niveau des façonniers? Donc effectivement, il y a deux sujets. Pour nous, c'est la logistique aval. Et donc la logistique aval, on travaille avec Big Blue et ça se passe très bien. On les salue. Et sur l'amont, c'est-à-dire avant la sortie de la chaîne de production, on a deux enjeux. D'une part, c'est les matières premières et d'autre part, c'est la transformation de ces matières premières pour aboutir à un produit fini. Et donc, sur les matières premières, en fait, comme on travaille avec le plus de matières naturelles possible, il y a des sujets de saison, d'ouragan, de température, de sécheresse, etc. Et donc, en fait, c'est pas du tout évident. Il y a des fois des matières premières qu'on n'arrive pas à trouver. Et comme, par exemple, sur les oméga 3, on travaille avec on fait de la pêche raisonnée, tu peux avoir une saison peu ou pas de poissons disponibles parce que la croissance des poissons est insuffisante et du coup, on ne les pêche pas. Voilà. Donc ça, c'est typiquement, ça se retranscrit sur un prix de la matière première qui va monter.
Et nous, on va essayer d'absorber une partie de ce delta pour limiter l'impact pour le client final. Donc ça, c'est le premier axe. Et effectivement, on arrive sur des enjeux de volume. Et le deuxième, c'est le façonnier, donc, qui est le partenaire avec lequel on va travailler. Donc en France, pour transformer la matière première que NutriPure achète, on l'amène chez un façonnier et on va lui demander de la transformer selon notre propre cahier des charges. Et là, c'est un enjeu évidemment de rapidité, tu vois, de réalisation quand on a des ventes d'une référence qui s'accélèrent. Ça va être aussi ce qu'on appelle la qualité. Donc, on va en fait surveiller le travail de ce façonnier parce que chez NutriPure, comme son nom l'indique, on veut des matières premières pures et donc on ne veut pas que le façonnier ajoute des additifs chimiques qui aurait pour lui l'intérêt d'accélérer sa production. Nous, on veut que l'ingrédient soit pur, et donc parfois les machines tournent moins vite, ce qui nous coûte plus cher, mais de notre côté, on est content de consommer nous-mêmes ce qu'on propose à nos clients. Et donc ces façonniers-là, quand l'entreprise grandit, il faut aussi trouver des personnes de taille supérieure, mais qui continuent de partager ta vision de l'agroalimentaire. J'enregistrais récemment avec On the Wild Side qui fait des cosmétiques d'origine purement naturelle, enfin uniquement naturelle, et surtout en plus cueillis à la main. On avait cette discussion de ta croissance doit s'accompagner, enfin est-ce que ton marché ou est-ce que ton appro peut te suffire. Tu m'as dit toi que c'est NutriPure qui achète les matières premières et les passe au façonnier. Exact. C'est normal ça? Alors, c'est normal, pardon. Est-ce que c'est une pratique courante? C'est comme ça qu'on a conçu, si tu veux, nos approvisionnements. Et ça nous paraît évident de savoir ce qu'on apporte à notre façonnier, donc ce qu'on va consommer. Quand tu vas dans un restaurant et que tu consommes finalement une viande origine UE, personnellement, je trouve que c'est vraiment pas suffisant en termes de traçabilité. Mais quand on le dit, on rigole. Mais en fait, est-ce que tu trouves que c'est suffisant de dire j'ai une viande qui a été élevée en UE, au pire en France ou en Allemagne? En fait, on sait tous qu'il y a différents niveaux de qualité. Il y a de la viande très industrielle et de la viande d'excellente qualité. Quand tu consommes chez NutriPure, en fait, tu sais ce qu'il y a dans ton produit fini, où est-ce que ça a été produit, où est-ce que ça a été transformé. Et nous, on s'engage à communiquer ça et à essayer d'acheter toujours au même endroit pour finalement ne pas dépendre de juste des opportunités de prix, tu vois, ou de volume qu'on nous présenterait. Est-ce que j'entends, est-ce que tu as essayé de mitiger ton risque avec... vous avez plusieurs façonniers, un seul façonnier? Est-ce qu'on est en backup? Est-ce que... On a plusieurs. Ok, et c'était déjà le cas il y a 5 ans? Non. C'était déjà le cas, mais le besoin évidemment a grandi avec les volumes et surtout avec la gamme de compléments, parce que à chaque forme galénique correspond une typologie de machine, et à chaque type de poudre, la poudre est dense, elle n'est pas dense, va correspondre différentes manières de doser, etc. Et donc en fonction des compléments qu'on veut développer, on va solliciter une dizaine de façonniers différents. Et en fonction de celui qui est capable de réaliser notre complément sans rajouter d'additifs nocifs, on va travailler avec lui. Et quand tu faisais 2,3 millions ou 4 millions en 2020, j'imagine que tu as un poids limité aujourd'hui dans la négociation et dans le choix de ces... donc tu as certainement pas mal de portes qui se ferment, plus ou moins gentiment. Aujourd'hui, on n'a pas parlé de la taille du marché, tu la connais? Je crois que c'est un marché qui est estimé à un peu plus de 2 milliards d'euros. En France, sur les compléments alimentaires? Sur les compléments alimentaires que NutriPure adresse. Okay. Ce qui, du coup, pour nous, communs des mortels, ne veut pas dire grand-chose, si ce n'est que c'est un marché qui est en croissance, qu'il y a de plus en plus de gens qui consomment des compléments alimentaires. Et sans nommer la concurrence, mais juste pour essayer de comprendre, vous êtes combien de tièmes sur ce marché français, tu le sais? Je pense que déjà, il y a de la place pour tout le monde. Et je pense qu'il y a une concurrence qui est saine entre les différentes marques, dans la mesure où tout le monde essaye de faire de son mieux pour proposer de bons compléments. Donc après, chacun a ses propres valeurs et positionne les produits comme ils veulent. Nous, personnellement, on est, si tu veux, au croisement entre les compléments alimentaires pour le sport et les compléments alimentaires pour la santé. Ce positionnement, on en a parlé, il vient finalement de l'approche de Christophe, donc de mon frère, dans sa manière de vivre. Et
historiquement, les gens pensaient qu'il y avait un marché du complément alimentaire santé, un marché du complément alimentaire de sport, mais en réalité, c'est les mêmes personnes qui sont soucieuses de leur santé et qui pratiquent le sport. Et donc, on a réalisé qu'il y avait une sorte d'overlap entre ces deux marchés, et je pense qu'on est premier sur le marché du sport santé. Ok, je le prends. Dans cette croissance forte que vous avez connue au cours des 5 dernières années, sur la partie log ou prod, logistique ou production, est-ce qu'il y a des erreurs qui ont été faites? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais pu mieux faire? Alors, on a travaillé jusqu'à l'été dernier avec Cubin, qui est un logisticien qui avait démarré globalement avec nous à peu près en 2020 ou un peu avant. Je pense qu'on s'est rendu compte très tard que ça n'allait pas chez eux. Ils avaient des soucis d'opération et en fait, les clients partaient les uns après les autres. Et nous, on a été les derniers à les soutenir et donc on était leur plus gros client. Et par contre, ça a été très douloureux pour nous d'arriver à remettre en place une autre logistique alors que les opérations étaient en train de s'arrêter chez Cubin. Et donc, je suis très content qu'on les ait soutenus jusqu'au bout parce qu'ils étaient en train de vivre un moment compliqué. Et du coup, ça a été aussi très compliqué pour nous parce que on était finalement associés, puisque c'est la logistique, c'est vraiment un maillon essentiel avec une société qui arrêtait. Donc, nos clients ont eu des difficultés à ce moment-là. Est-ce que tu as 3 conseils à donner à quelqu'un qui changerait de logisticien, de partenaire logistique? Je pense que c'est alors que tu as des opérations déjà par rapport à cette croissance, je pense que une logistique externalisée, c'est mon avis, elle est intéressante parce qu'elle évite d'avoir à se focaliser justement sur un métier qui a priori n'est pas le nôtre, puisque nous, on est des spécialistes du développement de nouveaux compléments et de leur vente par le digital notamment. Et le fait de ne pas avoir à gérer ses propres colis, c'est un gain de temps et ça évite d'avoir à dimensionner un énorme entrepôt qui aura besoin, je l'espère, de grossir au fur et à mesure. Donc, je pense qu'il faut, à mon avis, quand on est en phase de croissance externalisée, trouver un logisticien qui aura le même souci du détail ou pas que vous. Si vous voulez des colis soignés, il faut que vous trouviez la personne qui a le même souci du détail que vous. Et dernier point, c'est que d'un point de vue data, c'est très important d'avoir une remontée d'informations de ce qui se passe chez votre logisticien. Si vous ne savez pas est-ce que le colis est parti ou pas, si vous ne savez pas est-ce que quand vous faites une réclamation, elle est traitée, elle n'est pas traitée, est-ce que le client a finalement reçu ou pas, en fait, vous abîmez votre relation avec le client parce que pour le client final, en fait, le logisticien est transparent et donc c'est votre image qui est entre ses mains. Oui, et sa relation avec ta marque se fait via le livreur du dernier mètre. Ouais. Et ça, c'est hyper important. Ça, mais difficile. Il se passe aussi plein de choses entre la commande et la réception. Et je pense que c'est chers auditrices, chers auditeurs, une étape à ne surtout pas... une étape sur laquelle il faut du focus et de l'attention avec de l'information récurrente sur le produit a été envoyé, le produit est en cours, le produit est acheminé, et ça doit passer par votre marque plutôt que par le transporteur. C'est intéressant, c'est plus intéressant, et du coup faire remonter l'information dans votre CRM ou votre CMS e-com, c'est crucial. Donc qu'il y ait la transparence des API, de la communication, voilà. Et la plupart des logisticiens qui sont au fait le font, mais pas tous. Ouais, voilà. Donc, c'est quelque chose à surveiller. Ça dépend aussi du CMS avec lequel on travaille ou de la CRM. Ouais. Ça permet en plus de faire parfois de l'upsell. On a fait un super épisode sur ce sujet avec Thomas Pédeguy d'Email Club, qui est pas loin de chez vous, il est en Andorre, quand il est en France, sur qu'est-ce que je peux faire en plus dès la finalisation de la commande, dans les quelques heures qui suivent, dans les minutes qui suivent ou les jours qui suivent. On en a parlé en intro. Vous avez fait aussi 2 choses et on en a reparlé entre-temps, hyper intéressantes pendant ces 5 dernières années, entre autres. Vous avez fait 2 LBO. Alors, exact. Qu'est-ce que c'est un LBO ? Alors, un LBO, c'est un acronyme qui veut dire que, globalement, la société cède tout ou partie de ses actions à un fonds d'investissement qui va utiliser de la dette pour augmenter sa rentabilité. Donc ça, c'est vraiment le terme très financier. Et donc concrètement, pour NutriPure, qu'est-ce que ça a signifié ? Donc Christophe et moi, on a cédé en 2022 à un fonds français qui s'appelle Ardian, 1/3 de notre capital, ce
qui nous a permis, à nous, à titre personnel, de récupérer donc, une partie de la valeur de l'entreprise qu'on avait créée jusqu'à ce moment-là. Et à titre personnel, ça m'a permis de reprendre une respiration, et de reprendre de la sérénité par rapport à une entreprise qui était passée donc, de 0 € en 2018 à pratiquement du coup 12 millions d'euros en 2022. Et donc, si tu veux, c'était difficile pour moi de garder la tête froide et de rester lucide et de ne pas céder à la pression en ayant la totalité de mon travail qui soit à risque tous les jours. Et donc, la vertu de ce qu'on a fait à ce moment-là, ça a été de se dérisquer et donc de se dire, maintenant, on a sécurisé une partie de notre patrimoine financier. On démarre la période avec Ardian en mettant en place donc, un plan d'actionnariat salarié où les fondateurs et les salariés vont être ensemble pour développer l'entreprise. Et ça a été notamment quelque chose qu'on a fait qui a été super et ça permet dans l'entreprise de parler du développement de l'entreprise et du chiffre d'affaires de manière totalement libérée. Donc ça, c'était en 2022, vous avez cédé un tiers à un fonds. Pourquoi tu parles de LBO alors que en fait, vous avez vendu une partie du capital ? Oui, parce qu'en fait, c'est un mécanisme qui prend ce nom-là, mais concrètement, ça revient à ce que je viens d'expliquer. Ouais. Le leverage buyout, c'est donc le fait d'emprunter et de payer avec les résultats de la société. En général, on parle de 4 à 7, 8 ans, ça dépend des LBO. 4, c'est très court, 8, c'est plutôt long. De payer avec les résultats de la société cet influx d'argent. Influx en français, ça se dit ? Influx, influx. Vous en avez fait un deuxième plus récemment, en septembre dernier. Tu peux être aussi transparent sur la part de capital que vous avez... On a fait exactement la même mécanique et on a cédé de nouveau un tiers du capital, globalement, ce qui finalement ne change rien dans notre manière de gérer l'entreprise, que mon frère et moi, on reste les dirigeants de NutriPure et on reste totalement impliqués au quotidien. Et ça nous permet de continuer à gérer sereinement l'entreprise, sachant que le fonds qui a remplacé Ardian s'appelle PAI, donc c'est également un fonds français. Et ils ont une expertise sur le développement international. Et donc, c'est ce qui nous intéressait en remplaçant d'une certaine manière Ardian par PAI. Et on est très contents. Aujourd'hui, ça se passe bien. Les salariés, pour eux, finalement, ceux qui étaient là à l'arrivée d'Ardian ont bénéficié du plan d'action, ont récupéré leur mise avec cette opération. Et donc là, la mise en place d'un nouveau plan d'actionnariat salarié, ça permet d'envisager cette nouvelle phase de croissance où tout le monde est aligné pour faire de son mieux et réaliser la mission de l'entreprise. Dans ton industrie, on parle de quelle fourchette pour les multiples de... Les multiples, écoute, ça dépend vraiment, je pense, de la maturité de l'entreprise et de la phase de croissance de l'entreprise. Donc, c'est des termes assez techniques. Nous, on communique plutôt sur le multiple de chiffre d'affaires de la société, parce que ça permet en fait en interne de se dire si l'entreprise fait par exemple fois 10, en fait ça multiplie sa valeur par 10. Et okay. Donc voilà. Donc on essaye de conserver une rentabilité dans l'entreprise. C'est important parce qu'en fait la rentabilité, on l'a vu avec toutes les startups tech, en fait la rentabilité c'est la survie de l'entreprise et c'est le fait d'être maître de son destin. Elle est rentable depuis le premier jour ? Depuis le premier jour. Ça faisait partie de l'équation initiale. Ouais. Ça, c'est le premier point. Deuxième question que j'ai, alors tu l'as dit, mais on l'explique un peu plus. Quand tu es entrepreneur, tous tes œufs sont très souvent dans ton panier, c'est ton business. Demain, il s'arrête. Voilà. Sécuriser, ça veut dire potentiellement céder une partie du capital ou se sortir des dividendes quand on peut et quand on a... Ouais. Quand on peut le faire, pour justement réinvestir ou acheter un appartement. C'est souvent ce que permettent de faire, c'est parfois ce que permettent de faire des LBO, des levées de fonds ou autres. Il y a une partie qu'on peut tirer en cash out et donc qui revient aux fondateurs ou aux collaborateurs qui ont pris les risques comme les fondateurs. Sauf qu'eux, ils ont le chômage quand ils partent, parfois. Mais voilà, juste pour être sûr que tout le monde soit bien aligné. Les conditions qu'on te propose en 2022 avec Ardian ou en 2024, du coup, avec
PAI. Tu m'as dit que vous êtes relativement indépendant dans la gestion au quotidien, mais tu as quand même quelques contraintes. Enfin, c'est pas la roue libre. Alors, on n'est pas en roue libre avec ou sans actionnaires extérieurs, sinon on n'arrive pas à faire ce qu'on a fait. Et je pense que c'est justement ce qui intéressait des investisseurs, c'était de profiter de la feuille de route que Christophe et moi on avait fixée et qui se déroule très bien. Et donc, quand vous êtes investisseur, en tout cas c'est ma lecture, et que vous avez une entreprise qui se développe bien, vous voulez l'aider, mais en aucun cas, vous voulez commencer à dicter une feuille de route au risque de casser le jouet. Ok, est-ce qu'il y a des points de négociation sur lesquels tu peux nous donner des conseils? Tu aurais aimé mieux faire ou faire différemment ou être averti en amont, j'en sais rien. Par exemple, sur l'opération qu'on a fait avec PAI, j'ai été vigilant sur ce qu'on appelle le management package, qui est en fait la rétribution pour moi à titre personnel et pour tous les salariés de la performance de l'entreprise. J'ai vu les vertus sur la période précédente et donc c'est quelque chose sur lequel j'ai été très vigilant de manière à ce qu'on ait le plan d'intéressement de salariés qui soit le plus intéressant possible. Le management package, c'est comment incentiver tous les collaborateurs à ce que on aille dans le bon sens. Et le bon sens, c'est ce qui est défini par ta feuille de route, mais qui est aussi un peu validé par l'investisseur qui veut retrouver ses billes. Ouais. Et je pense que pour compléter un peu cette vision et prendre un peu de hauteur, en fait, les chiffres dont on parle sont vraiment la conséquence du bon travail qu'on fait avec notre communauté. Et si tu veux, la réussite financière, c'est vraiment une conséquence du bon travail qu'on fait en interne, de la qualité des produits, de la satisfaction de nos clients. On ne réfléchit pas en termes de réussite financière dans notre quotidien. On réussit avant tout si notre client est content et qu'il va recommander. Et la réussite financière, c'est une conséquence. Ça, c'est très important parce qu'il faut toujours garder en tête que le consommateur numéro 1, ça reste moi à titre personnel, mon frère, notre communauté, donc des gens qu'on connaît au quotidien, évidemment nos salariés et par extension notre communauté. Donc si on n'est pas satisfait de ce qu'on fait ou si on le fait mal, en fait il n'y aura pas cette réussite. Et je pense que c'est très très simple, mais faut surtout pas penser qu'il y a une réussite financière d'un côté et une réussite de la mission. Si on réussit notre mission qui est d'aider le maximum de gens à être en bonne santé, en fait la réussite financière sera au rendez-vous. En général. En général, en tout cas pour nous, ça nous réussit. Ça marche. Un dernier point aussi, quand un fonds rentre, les fonds en général, ils ont des horizons de sortie. On parle de 5 à 7 ans aussi sur un fonds. Donc quand un fonds rentre, il s'attend à une sortie dans les 5 à 7 ans suivant son entrée. Là, vous êtes allé un peu plus vite. Pourquoi ? On a été plus vite parce que on avait fait ce qu'on avait à réaliser avec Ardian. Je pense qu'ils étaient contents de la progression de l'entreprise. Ils arrivaient aussi à un moment où ils devaient finalement rendre l'argent qu'ils avaient mobilisé pour leur fonds à leurs investisseurs. Et donc, c'était le moment de entre guillemets, liquider leur participation. Et d'autre part, pour nous, c'était aussi le moment de trouver un actionnaire qui puisse nous aider dans une nouvelle phase de croissance. Compris. Petite dernière question technique et puis après on atterrira en douceur, on prendra de la hauteur. Vous êtes sur Presta, vous allez tester Shopify en Italie et en Espagne. 40 millions sur Presta, c'est un logiciel qui est open source. Le risque dans l'open source, c'est souvent d'accumuler de la dette technique. Raconte-moi un peu la vie de votre Presta. Il y a eu des refontes, il y a eu des replatforming, des remises à plat. On a travaillé en 2020 à une mise au carré du PrestaShop. Et pas au cario. Pardon. Voilà. Elle est pas mal celle-là. 58 minutes 38 secondes, j'ai craqué. Pardon, une mise au carré. Une mise au carré de notre PrestaShop. Et en fait, c'est un CMS qui est très résilient. Donc, nous, il n'est pas particulièrement personnalisé. On n'a pas beaucoup touché au cœur. Et c'est finalement, il faut le voir plutôt comme une sorte d'outil tiroir-caisse autour duquel on aurait habillé tout un tas de features plutôt que comme un CRM, ce qu'il n'est pas. Et donc, en fait, PrestaShop, c'est très fiable. Évidemment, on voit ce que fait Shopify à côté et on est intéressé aussi pour voir ce qui se fait de mieux à côté.
Et après, on choisira le meilleur des deux mondes une fois qu'on aura bien pesé le pour et le contre. Mais le gros intérêt, évidemment, de PrestaShop, c'est qu'on ne paye pas tous les services qu'il y a autour. Par contre, on les développe soi-même ou on a payé un module. Donc, je pense que ce qu'on va payer en serveur PrestaShop, c'est aussi un coût. Et sur Shopify, on aura une solution totalement intégrée. Donc, il est très fluide, hein, votre Presta. Et il y a des choses intéressantes sur la fiche produit. Chers auditrices, chers auditeurs, je vous laisse aller faire un tour pour les voir. Mais il est bien travaillé. Vous le faites en interne, en externe ? On travaille avec une agence qui s'appelle Axom. Ok. Sur le Presta, très bien. Alors, on va me reprocher, quand je sortirai l'épisode, ce fameux x10 dans le titre. Moi, ça m'arrive pas. Pourquoi ? En prenant un tout petit peu de hauteur, vous êtes passé de 3 personnes à plus de 70. Vous avez effectivement cette belle croissance, mais c'est plus qu'un x10 dans un titre. C'est pas évident d'être entrepreneur. Il y a des difficultés. Pour l'instant, j'ai l'impression que ça roule, mais je voudrais bien te sortir sur ce sujet. Déjà, de l'extérieur, ça a toujours l'air plus facile que dans la réalité, où on sait que la vie d'une entreprise, il y a des hauts et des bas, il y a des soucis, il y a des moments où on ne se comprend pas aussi entre deux personnes. Donc, mon rôle, ça peut être d'arbitrer sur des décisions, ou alors, quand une personne n'est plus du tout en phase avec le projet, de convenir en fait d'arrêter, ou en tout cas d'amener cette discussion. Je pense que le gros du focus a été de travailler la culture de l'entreprise. Le fait que personnellement j'aime qu'on travaille vite, qu'on prenne des raccourcis le plus possible, et pas qu'on essaye de faire entre guillemets du beau pour se faire plaisir. Et derrière, le client, ce qu'il veut, c'est un bon produit. Il s'en fout un peu, si tu veux, de savoir si on a le plus beau CRM ou pas, ou s'il est le mieux câblé. Si on a une manière de travailler qui est la plus fluide possible, rapide, et qu'on ne se complexifie pas la vie inutilement, je pense que ça permet déjà de fixer une culture dans laquelle on va recruter certains profils et qui vont se plaire dans cet état d'esprit. Voilà. Et donc, je pense que c'est très important d'avoir une culture d'entreprise et de recruter des profils qui vont se sentir bien. Et si cette culture est partagée, en fait, elle va moins se diluer au fil des recrutements. Alors que si finalement, ce n'est pas quelque chose qui est transmis ou qui est incarné, d'une certaine manière, à la 10e personne, ça se dilue, et à la 50e, ça reste quelque chose qui est écrit sur un mur ou dans un PowerPoint. C'est dur, hein, le recrutement. Ouais, c'est dur, et parce que finalement, chaque personne a sa propre manière de communiquer, ses propres inspirations personnelles, son vécu, et chaque personne a ses propres projets, et l'enjeu, c'est de réunir tout le monde derrière une mission. Mais nous, on a la chance d'avoir une mission qui, d'après moi, est très inspirante. Quand on veut aider le maximum de gens à être en bonne santé, je pense que c'est quand même une mission qui vaut d'être accomplie. Tu as une idée du nombre de recrutements que vous avez fait ? Vous êtes 70 aujourd'hui, c'est sur combien de recrutements ? Je pense qu'on a eu à peu près 80 recrutements, c'est-à-dire on a dû avoir une dizaine de départs. Ok, hyper intéressant. Merci, c'est passionnant. On a fait le tour de tous les sujets que je voulais aborder moi. Est-ce que toi, t'en as, ou toi, Anthony, qui nous écoute sagement ? Je pense que si l'occasion également de passer dans ce podcast pour nous, de parler à une communauté de personnes passionnées par le e-commerce, c'est aussi faire passer le message que les personnes passionnées par leur métier, qui pratiquent le sport et qui ont envie de se développer aussi dans leur travail, seront comme des poissons dans l'eau chez NutriPure, et que s'ils ont envie de nous rejoindre, c'est assez simple. Il y a un Welcome to the Jungle, il y a un site, et qu'on sera ravis d'échanger avec elles. Je crois que le message est clair. Florent, merci infiniment. Florent Cario, CA2RIO sur LinkedIn, si vous voulez poursuivre la conversation. Et évidemment, allez faire un tour sur NutriPure, nutripure.fr, pour voir tous les produits dont on a parlé depuis 1 heure. Merci à toi.
Merci Laurent et à bientôt j'espère. Et merci pour ta transparence et merci à vous toutes et tous pour votre fidélité. Je vous retrouve dans un prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify, bref, là où vous nous écoutez ou nous regardez pour ne rater aucun épisode. Et inscrivez-vous à la newsletter sur lepanier.io pour des news fraîches toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Ça dépend de l'humeur. Merci à toi. Merci à vous. Salut.